Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Merci Yann pour cette entrée en musique. Donc, mon nom est Martine Lerue. Je suis agente de développement à l'Observatoire estrien du développement des communautés et j'aurai le plaisir de soutenir l'animation de l'événement d'aujourd'hui. Donc, je vous souhaite la bienvenue au Carrefour d'habitation sociale et communautaire. C'est un événement qui est co-organisé avec la Fédération des coopératives d'habitation de l'Estrie, l'Office municipal de l'habitation de Sherbrooke et la Fédération régionale des OSBL d'habitation de la Montérégie et de l'Estrie. Ces trois organisations auront l'occasion de vous adresser un mot dans une dizaine de minutes pour vous parler de leur rôle dans le secteur de l'habitation. Je les remercie d'ailleurs pour leurs implications ces derniers mois dans la préparation de cet événement d'aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, on est très nombreux. On attend encore des gens qui vont entrer progressivement dans les prochaines minutes. Et ce sont, vous promenez de partout en Estrie. On a des gens aussi de la région de Montréal, Saint-Hyacinthe et même de la Gaspésie avec nous. On vous salue. Donc, on va vous lancer un petit sondage pour voir justement quelle est la belle diversité des organisations aujourd'hui. Donc, je vous lance le sondage à l'écran et vous allez pouvoir cocher quelle est votre organisation. Donc, je vais mettre fin au sondage pour partager les résultats. Et ce qu'on voit, c'est que 19% d'entre vous proviennent des MRC, Municipalités Développement Territorial. Le OMH-GRT Fédération, c'est environ 33% d'entre vous. On a aussi d'autres groupes qui proviennent des coopératives d'habitation, habitation communautaire. On a des organisations aujourd'hui qui représentent les groupes CAB, CDC, organismes communautaires et concertation. Et on a un petit 9% qui est autre. Si vous voulez écrire dans la messagerie quelles sont vos organisations, ça va permettre à tout le monde de les voir. Merci. Et maintenant, pourquoi un carrefour de l'habitation sociale et communautaire? J'inviterai M. Guillaume Brien, directeur général de la Fédération des coopératives de l'habitation de l'Estrie, à nous parler le contexte de cet événement et nous rappeler les états généraux qui ont eu lieu sur l'habitation en 2014. Donc, Guillaume, à toi la parole. Merci, bonjour à tout le monde. Merci à tous et toutes d'être là. Bien heureux de vous avoir avec nous. Ça, je vous aurais aimé mieux en personne et pouvoir vous serrer la main, là, mais on fait avec, c'est normal. Donc oui, juste un petit bilan pour vous. C'est très, très dynamique au niveau de l'habitation en Estrie et je pense que ça valait la peine. Des trois réseaux, l'OMH, le réseau des OSBL et le réseau des coops. Je rajouterai aussi bien sûr le réseau des GRT par rapport à notre GRT aussi en Estrie. Donc, on s'est dit ensemble, c'est important de faire le point, de vous inviter, de vous parler de ce qui se passe. Il se passe beaucoup de choses. Il s'en passait aussi avant. On s'est vu en 2014, on a eu les États généraux. Cette fois-ci, c'est le carrefour. On est rendu déjà ailleurs, mais à un carrefour cette fois. Les états généraux qu'on avait fait, on avait fait un bon tour. Quels sont les enjeux? Qu'est-ce qui se passe? Quelles pistes on est en train de voir? Je me rappelle, entre autres, au niveau des personnes handicapées, les groupes s'étaient tous retrouvés. Il y avait eu des bonnes discussions. On a fait énormément de projets depuis, comme exemple, dans les 5 dernières années. Bien, ça a été le cas dans différents types d'habitations. C'est un peu ça que vous allez voir, mais on mettait l'emphase aujourd'hui effectivement sur le soutien communautaire. Avant 2014, on avait eu une première rencontre en 2010 en lien avec la loi cadre ou la réglementation cadre sur le soutien communautaire dans l'habitation sociale et communautaire. Donc, tout ça a démarré, a amené beaucoup, je dirais, d'engagement, de projets. Ça évolue. On a fait le point sur tout ce qui se développe, sur aussi ce qui est existant, qui se bonifie, qui se développe. Et vous allez voir dans quelques instants, Martine va nous guider pour voir où est-ce qu'on est rendu, selon vous, selon vos perceptions, puis aussi dans les échanges tout à l'heure, très intéressantes avancées. J'ajouterais même que le timing est très bon. Tout récemment, le gouvernement a annoncé, entre autres en soutien communautaire, plus de 3 millions supplémentaires pour le Québec. Et plus on va être prêt en Estrie, plus notre part va être, à notre sens, importante et on va pouvoir le canaliser où il y a des réels besoins dans notre région. Alors, dans cet esprit-là, des États généraux, maintenant au carrefour, comme je vous dis, avec un timing parfait.
Donc, vous êtes au bon endroit pour échanger et venir voir où on est rendu. Et on va essayer tout de suite. Martine, je te redonne le micro. Merci d'être là. Oui, merci Guillaume. En fait, on va justement en 2014, il y avait des enjeux qui avaient été ciblés, qui avaient été discutés en atelier. Peut-être que certains d'entre vous avaient assisté aux états généraux. Donc, Geneviève, elle va vous partager un lien Menti-Mentor. Pour ceux qui connaissent ce petit outil-là, c'est très intéressant. Et ça va vous permettre de voter sur les enjeux. Ça va apparaître à l'écran dans quelques secondes. Oui, donc vous pouvez aller sur menti.com et utiliser le code et vous allez pouvoir voter sur ces… pas voter, en fait, c'est de faire un petit état de situation pour dire ces enjeux-là, comment se portent-ils? Donc, ça peut être depuis 2014 pour ceux qui sont dans le secteur de l'habitation depuis un bon moment. Pour les autres qui sont peut-être arrivés tout récemment dans le secteur de l'habitation, c'est quoi votre perception? Comment se portent ces enjeux-là depuis les dernières années? Donc, vous allez pouvoir… justement, pour chacun des enjeux, indiquer est-ce que ça va moins bien, c'est stable, est-ce que c'est bien, beaucoup mieux, et ça va apparaître en direct sous nos yeux. Ça commence déjà. Je laisse quelques minutes, on peut voir que ça bouge. Donc, peut-être les premiers constats pendant que ça rentre, on peut voir que l'habitat et inclusion, ça serait resté relativement stable. Le soutien communautaire serait resté aussi quand même assez stable, pas de changement. Au niveau des aînés, la santé mentale, les perceptions que vous avez, ça serait moins bien. Peut-être qu'aux aînés, ça peut monter, c'est à suivre. Les enjeux liés à la déficience intellectuelle et handicap physique, on est proche du stable, pas de changement. Lutte à la pauvreté, accès à la propriété abordable, on est à 2,5. Donc, ce que ça nous indique, en fait, c'est que depuis 2014 ou dans les dernières années, selon vos perceptions, ces enjeux-là sont restés finalement stables. Ça n'a pas nécessairement bien ou beaucoup mieux progressé. Donc, je pense que ça nous donne toute l'importance de l'événement d'aujourd'hui de poursuivre nos actions ensemble. Donc, s'il y en a qui n'ont pas encore eu le temps de voter, vous pouvez continuer à voter, ça va s'enregistrer. Comme on a un peu de temps, j'aimerais ça peut-être vous entendre sur justement quels sont les nouveaux enjeux ou des nouvelles réalités dans le secteur de l'habitation en Estrie en 2020. Est-ce que ces enjeux-là sont encore d'actualité? Est-ce qu'il y en a des nouveaux? Vous pouvez l'écrire dans la messagerie. Ça va nous donner une petite idée à tout le monde. Quels seraient les nouveaux enjeux ou les nouvelles réalités dans le secteur de l'habitation selon vous? Donc, on a habitation abordable. Donc, ça commence à rentrer. On va trouver une source de financement à l'extérieur de la Société d'habitation du Québec. Renouvellement du parc immobilier, effectivement, c'est des rénovations majeures. La stabilité résidentielle, la gentrification rurale, l'augmentation des prix des loyers, effectivement, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. L'augmentation des prix de vente sur le territoire, l'accès à la propriété, santé mentale en habitation. On va justement avoir Dr. Mélissa Généreux qui va venir nous en parler à 9h30. Donc, le maintien des aînés qui sont en grande perte d'autonomie dans leur domicile, c'est important. Donc, écoutez, merci. S'il y a d'autres enjeux ou d'autres nouvelles réalités que vous avez envie de partager, continuez à l'écrire dans la messagerie. Et Guillaume, je vais te retourner le micro parce que tantôt, j'ai parlé des 3 organisations qui co-organisent cet événement aujourd'hui. Donc, j'aimerais ça, Guillaume, que tu puisses nous partager un peu qui est la Fédération des coopératives d'habitation de l'Estrie, quel est votre rôle, vos activités et les services offerts. Parfait. Oui, rapidement, j'avais juste une petite seconde oublié de vous dire que derrière moi, c'est une partie du Baobab que vous voyez, le Baobab Café, on est à Sherbrooke. C'est une initiative qui va être justement discutée dans un des ateliers tantôt, fait qu'on pourra vous en montrer davantage. Cela dit, Fédération des coopératives d'habitation, d'abord, c'est une coopérative qui est née des coopératives d'habitation qui étaient existantes. Donc, dit autrement, les membres qui habitent en coop sont mes patrons comme directeur, puis notre équipe, dans le fond, de la Fédération est au service de toutes ces coopératives-là. Il y en a 55 maintenant, 52 qui ont leur bâtiment de réaliser, 3 autres qui s'en viennent. On est en Estrie, mais aussi ceux de la Montérégie.
donc Granby, Sutton, etc. Beaucoup de projets en effervescence. Donc, nous, on réfléchit avec les gens en coop. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la qualité de vie au niveau immobilier, assurer de rester à des prix abordables au fil des années. Un bel exemple, nos coops existent depuis plus de 40 ans. Les premières coops, à l'époque, dans les années 40, c'est des coops de travailleurs ont commencé à Asbestos, à Granby. Ces coops-là ont disparu parce que, dans le fond, on crée une coop pour ensuite que chacun devienne propriétaire. Dans les fins des années 60, début 70, les premières coops qui sont le plus répandues à travers le Québec, il y a quand même 30 000 logements coop à travers le Québec, ont commencé ici au centre-ville de Sherbrooke. Alors, la première fédération est née ici à Sherbrooke. Les premiers manifestes dans les fins des années 70 ont été faits au cégep de Sherbrooke ici. Donc, il y a toujours eu au niveau de l'habitation une effervescence en Estrie forte. Donc, ça a amené une fédération, un intérêt pour ce regroupement-là assez intéressant, assez fort. Dans ce contexte-là aussi, les premières coops, et on a un atelier aussi sur la première coop de solidarité, la première à Racine. En Estrie, on en avait une, on est rendu à 12 maintenant en Estrie. Donc, on est passé de 100 logements à 400 logements pour les aînés. Je voyais tantôt c'est intéressant d'avoir votre vision de ça parce que c'est beaucoup de choses, mais on en parle peu malheureusement. Quoique hier, on a entendu aussi qu'il va y avoir un nouveau ministère de l'Habitation, une sous-ministre déléguée, Guylaine Marcoux, Madame Guylaine Marcoux, qu'on connaît bien. C'est pour nous, à la base, c'est une bonne nouvelle. On verra la suite. Mais c'est ça, la Fédération, notre rôle, c'est de soutenir autant à la base nos membres que de s'assurer des suivis d'informations nationaux, de représenter et de défendre nos membres. Donc, en résumé, 55 coopératives, 2000 logements, dont 1300, un peu plus de 1300 à Sherbrooke. Donc, il y en a quand même un peu plus autour de 700 à travers la région. Une volonté des gens de garder leurs aînés. Donc, la coop est une belle alternative. Tout cet appui-là, cette réflexion-là. Donc, voilà un portrait rapide. Donc, la Fédération va les soutenir autant comptabilité, gestion, formation, accompagnement de toutes sortes pour être sûr que les gens sont dans le meilleur des milieux de vie qu'eux-mêmes ont à autogérer. Voilà pour les coops. Merci, Guillaume. Tu t'aurais du temps. Je sais que tu voulais parler des GRT aussi. Ben oui, ça c'est sûr. En fait, officiellement, il y a 2 GRT en Estrie. Un qui est relié à l'OMH de Sherbrooke, dans le fond, qui fait le développement des projets du parallèle, qui est un OBNL en habitation, qui développe aussi. Et l'autre, c'est Entraide Habitat Estrie, dont je suis le directeur aussi. Et l'exemple que je donnais au niveau des aînés, ben on est passé de 100 à 400 unités aînées en coop. Ben c'est ce genre de projet-là. Des groupes d'itinérance sont venus nous voir puis on dit est-ce qu'on pourrait faire un projet pour les personnes à risque d'itinérance. Alors on a fait le premier projet du genre au Québec avec les groupes. Donc la coop L'Autre Toit. Autre coop aussi pour les personnes qui éprouvent des problématiques de santé mentale. Donc dans une logique de mixité, d'inclusion. On a fait des projets comme ça et de plus en plus des municipalités nous interpellent parce qu'ils ont des travailleurs, entre autres, je voyais un commentaire tout à l'heure, on a beaucoup de personnes immigrantes ou de travailleurs qu'on veut, oui, attirer, mais aussi retenir dans nos municipalités en Estrie. Donc, ça prend une habitation adéquate. Alors, c'est toute cette réflexion-là qu'on développe. Et aussi, tout récemment, l'été dernier, on a enfin réussi, après 5 ans de travail, avec beaucoup de partenaires, c'est tout un travail d'équipe et de coopération, avec le GRT, donc, à réaliser les premiers projets d'accession à la propriété à coût abordable. C'est une forme de condo coop. Donc, un premier 24 logements qui va être plein, en fait, qui est tout vendu ici à Sherbrooke, dans le quartier Nord. Et un projet, je sais qu'il y a des gens de la MRC de Quaticook, qui est mon lieu d'origine, c'est mon patelin. Vous allez être contents. Le projet de Waterville va être complet d'ici janvier prochain. Il nous reste 2 unités sur 16. Et la majorité des gens, d'ici 2 semaines, vont être entrés dans le projet. Donc, c'est 16 nouvelles familles dans une municipalité comme Waterville, où les gens ont accès à la propriété. 16 familles, là, juste pour vous dire, là, 16 logements, c'est 4 quadruplex à Waterville, avec 25 enfants qui viennent se joindre à notre communauté, là, d'une population d'une ville de 2000 habitants. Là. C'est un genre d'exemple qui va pouvoir se répéter. Fait que c'est le genre de choses que le GRT fait et accompagne. Je vous rappelle que même s'il y a de l'accession à propriété, 95% de notre travail, c'est le locatif, bien sûr, à coût abordable. Voilà. Merci, Guillaume. Donc, et comme tu l'as mentionné, tu vas animer l'atelier L'innovation et la recherche pour favoriser l'entraide dans les projets d'habitation.
Donc, je passerai la parole à présent à Mme Marie-Claude Bégin, qui est la directrice générale de l'Office municipal de l'habitation de Sherbrooke, pour se présenter. Oui, bonjour tout le monde. Comme Martine l'a dit, Marie-Claude Bégin, directrice générale à l'Office municipal d'habitation de Sherbrooke, dans le réseau des offices depuis 2002. Le réseau des offices d'habitation, en fait, les offices d'habitation, c'est un organisme qui est mandaté par la Société d'habitation du Québec pour administrer, en fait, le parc immobilier d'habitation à loyer modique. Donc, sur le territoire de l'Estrie, on parle d'environ 2700 logements, dont 1700 logements qui sont situés dans la ville de Sherbrooke. Les autres sont situés autour, soit Quaticook, Magog, Asbestos, ainsi de suite. Donc, on est l'organisme mandaté par la Société d'habitation du Québec, c'est ça pour administrer, en fait, les HLM publics. Donc, ça, c'est une chose, le parc immobilier, mais aussi pour administrer le programme de supplément au loyer. Programme de supplément au loyer, c'est des unités de subvention qui peuvent être attribuées soit à la personne, soit à un logement, et puis qu'on peut retrouver là, dans les organismes, dans les habitations, dans les coopératives, mais également sur le marché privé. Donc, c'est possible là, pour un locataire de pouvoir obtenir une subvention dans le marché privé, puis de payer là, son bail au même coût, en fait, qu'un loyer à prix modique. Grosso modo, le calcul, là, ça revient environ le prix du loyer à 25 là, des revenus du locataire. Donc, dans ce volet-là aussi, on a beaucoup de partenariats intéressants, que ce soit avec le CIUS, le volet itinérance, le volet santé, le volet personnes handicapées. Donc, c'est tout un programme là, qui comprend environ à Sherbrooke là, 1000 unités de subventions seulement sur le marché privé et puis plusieurs autres là, pour les volets coopératives et au BNL d'habitation. À l'Office d'habitation aussi, on est un centre de services à Sherbrooke pour les offices clients, en fait, les plus petits offices qui gravitent autour. Donc, notre centre de services, qu'est-ce qu'il permet de faire? C'est de pouvoir accompagner pour les travaux majeurs, donc tout ce qui est appel d'offres, surveillance de chantier, accompagnement durant les travaux. C'est aussi un offre de service concernant toutes les inspections d'immeubles, les bilans de santé du parc immobilier. Donc, c'est quelque chose qui est possible de faire pour nous. On offre aussi également un service pour tout ce qui est représentation au niveau de la Régie du logement, qui est maintenant le tribunal administratif là, du logement. Donc, c'est possible pour nous de faire des représentations pour les offices clients. Puis, il y a tout l'aspect aussi soutien communautaire qu'on a développé à travers le temps, qui a été permis d'être développé à partir du cadre de référence là, en soutien communautaire pour le logement social, qui existe depuis 2008, là, puis qui a pris un petit peu plus d'ampleur depuis 2019. Donc, c'est quelque chose qu'on a développé. Puis, j'en parlerai pas plus longtemps parce que l'atelier qui va suivre à 10 heures sur le soutien communautaire avec mon équipe, vous allez avoir l'occasion de découvrir, en fait, plein de belles choses. Donc, merci Marie-Claude. Justement, tu vas animer l'atelier « L'approche du soutien communautaire, placer le résident au cœur des interventions ». Donc, maintenant, je passerai la parole à M. Martin Bécotte, qui est directeur de la Fédération régionale des OSBL d'habitation de la Montérégie et de l'Estrie, pour nous décrire votre organisation. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup de l'invitation. Nous, en 2014, notre fédération est arrivée en 2014 en Estrie. Donc, on n'a pas pu participer à la première édition, mais on est très heureux d'être là et de participer avec vous. Le paradoxe de l'Estrie, c'est qu'il y a beaucoup d'unités de coopératives. Hein? C'est un peu le contraire qu'ailleurs au Québec. Ailleurs au Québec, on trouve plus d'unités OSBL que d'unités coopératives. Puis le dynamisme de l'Estrie fait qu'il y a beaucoup de coopératives. Donc, mais il y a quand même quelques unités OSBL. Il y a à peu près 1100 unités OSBL en Estrie, une trentaine d'OSBL d'habitation sur le territoire. Donc, nous, on en fédère une 18 qui possède 444 unités. Puis nos services ressemblent vraiment à ceux de la Fédé des coopératives. Vraiment un soutien aux bénévoles qui administrent les OSBL, conseil, soutien administratif, soutien dans la pérennité de leur entretien de leur immeuble, de la pérennité de leur projet d'habitation. Et puis, sinon, nous, la Fédération, partout en Montérégie, en Estrie, on fédère 105 OSBL d'habitation qui possèdent 3800 unités de logement. C'est un actif collectif d'à peu près 400 millions de dollars.
Et je vous disais, on a 18 membres en Estrie, dont la présidente de la fédération, Mme Denise Godbout, qui est directrice des habitations L'Équerre, qui est là aujourd'hui. Donc, vous êtes bien représentés au sein de la fédération. Et puis, c'est ça. Sinon, ben, je pense que nos principales réalisations en Estrie, la fédération, depuis qu'on est arrivé, c'est la question du soutien communautaire, là, du dossier du soutien communautaire, là, avec nos partenaires, l'Office et la Fédé de coop, donc d'avoir remis ce projet-là ou ce dossier-là dans les priorités du CIUS, d'avoir pu réactiver le comité régional de suivi d'application du cadre, d'avoir pu avoir mis à jour un cadre régional pour la région. Donc, c'est principalement ça, en plus du soutien à nos membres, là, principalement nos activités en Estrie depuis qu'on est là en 2014. Merci. Merci, Martin. Un mot pour vous dire que le 3e atelier est animé par mon collègue Yann Fournier, qui vous a offert un moment à la guitare et qui est aussi chargé de projet à l'Observatoire estrien du développement des communautés. Il animera l'atelier « L'accompagnement de citoyens porteurs de projets collectifs d'habitation pour aînés ». Donc, notre prochaine invitée est Dr. Mélissa Généreux, médecin conseil à la direction de la santé publique de l'Estrie NISPQ et professeur agrégé à la faculté de médecine et des sciences de la santé à l'Université de Sherbrooke. Donc, Dr. Généreux, elle était présente aux États généraux en 2014 en sa qualité de directrice de la santé publique de l'Estrie, et c'est avec un grand plaisir que vous avez accepté de revenir aujourd'hui nous adresser un mot sur vos récentes recherches en santé mentale en temps de COVID, la résilience, sur l'importance du filet social pour créer des liens avec le voisinage. Donc, si vous avez des questions pour Dr. Généreux, je vous invite à les poser dans la messagerie parce qu'on va avoir une courte période d'échange pour y répondre à la fin. Donc, Dr. Généreux, je vous laisse la parole. Effectivement, je me remémorais un peu là, la fois où j'étais venue. J'avais eu la chance de venir présenter en 2014. Puis évidemment, je suis en train de constater à quel point le discours a évolué, pas les enjeux de base sociaux, mais vous allez voir qu'avec la pandémie, ça apporte tout un lot d'enjeux additionnels, je dirais, là, qui ne viennent pas effacer les enjeux préexistants, mais qui s'additionnent. Donc, beaucoup de défis au niveau psychosocial là, pour les mois et les années à venir. Donc, je vais commencer un petit peu avec l'aspect négatif de la chose, mais je veux quand même me laisser du temps pour y aller sur les pistes de solutions, puis justement l'importance du soutien communautaire en contexte de catastrophe ou de pandémie. Donc, justement, vous allez beaucoup m'entendre parler de catastrophe. Je le répète un peu sur toutes les tribunes, mais la pandémie, on aborde la pandémie vraiment comme un type de catastrophe comme un autre, en ce sens qu'on a beaucoup appris des tragédies, notamment la tragédie ferroviaire de Lac-Mégantic. La façon de gérer la crise en elle-même est complètement différente si on est dans une pandémie ou une explosion meurtrière, mais en termes d'impact psychosociaux, en termes de perturbations au niveau de nos communautés, au niveau social, on se rend compte de plus en plus que ce type d'impact-là se ressemble énormément d'un type de catastrophe à l'autre. Donc, c'est vraiment sous cette prémisse-là qu'on a choisi de ne pas réinventer la roue, finalement, de partir des apprentissages, entre autres, qu'on a fait dans la région de l'Estrie à la suite de la tragédie ferroviaire de Lac-Mégantic, et de premièrement valider est-ce que nos hypothèses étaient vraies, à savoir que les impacts allaient être à peu près de la même nature et peut-être même de la même ampleur que ce qu'on a pu observer dans les catastrophes de grande ampleur précédentes. Évidemment, tout ça, c'est à des fins de pas juste faire de la recherche, mais de documenter pour mieux comprendre et surtout mieux influencer nos prises de décision. Et Dieu sait que des prises de décision, il s'en fait une puis un autre ces temps-ci, des prises de décision qui sont beaucoup orientées sur la lutte au virus. Donc, on essaie tranquillement de faire intégrer dans le schéma de décision la considération des impacts psychosociaux. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mené une enquête québécoise qui a été répétée en septembre, maintenant en novembre, et on a eu la quasi-confirmation qu'on pourra répéter l'enquête au début 2021, là, de manière à voir un peu, à suivre cette évolution-là au sein des différentes régions du Québec. Donc, on a quand même un gros échantillon, 8500 adultes. C'est pas parce que je m'intéresse pas aux jeunes de moins de 18 ans, mais c'est juste que la façon dont on a de recruter, c'est par panel web. Donc, on va vraiment rejoindre les gens dans leur ménage et on les invite à participer à une enquête web. Je trouve ça important aussi de le mettre en lumière parce qu'évidemment, de par cette façon-là, les groupes les
plus désavantagés, si on veut, ou qui présentent plusieurs conditions de vulnérabilité, notamment une faible littératie numérique, une faible aisance ou même peut-être pas d'accès à Internet, ne sont évidemment pas bien représentés dans cette enquête-là. Donc ça, je veux qu'on le sache d'entrée de jeu. Donc ici, peut-être, j'entre directement dans le vif du sujet, je n'irai pas trop dans les technicalités, mais sachez qu'on s'est intéressé à la réponse psychologique en temps de pandémie en regardant l'anxiété, la dépression et les idées suicidaires sérieuses. On en a regardé plus, là, mais c'est ceux que je trouvais qui étaient le plus parlants. Lorsque je vais parler d'anxiété probable, dites-vous que c'est des gens qui ont répondu à une série de questions qui nous permettent de calculer un score d'anxiété probable et au-delà d'un certain score, en l'occurrence 10 et plus, on considère que les personnes, si elles étaient évaluées en clinique, auraient possiblement ou probablement un trouble d'anxiété généralisé parce que c'est un peu les mêmes critères diagnostiques qu'un médecin utilise en clinique. Même chose pour la dépression probable. Donc ici, c'est des gens qui pourraient coter comme souffrant d'un épisode de dépression majeure. C'est pas juste des gens qui disent « oui, je suis un peu déprimé ». C'est des gens qui ont un cumul de symptômes au cours des 2 dernières semaines qui nous fait penser à un épisode de dépression majeure. Et pourquoi on a fait une 3e colonne qui est anxiété ou dépression? C'est parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui répondent à la fois aux critères d'anxiété et de dépression. Donc, on trouvait ça parlant de voir un peu la somme des deux au sein des mêmes individus. Et les idées suicidaires sérieuses, on a demandé aux gens au cours de la dernière année, des 12 derniers mois, avez-vous songé sérieusement à vous suicider ou à vous enlever la vie? Donc, c'est assez direct comme question. Et ce qu'on voit malheureusement, puis je trouve ça hyper inquiétant, là, je pense que ce phénomène-là doit vraiment être davantage pris en considération, c'est qu'au moment où on se parle, on est à 23,3% de la population adulte au Québec qui affiche des symptômes compatibles avec un trouble d'anxiété ou une dépression majeure probable. C'est évidemment beaucoup plus élevé que ce qu'on pouvait observer avant la pandémie. Juste pour la dépression en tant que telle, avant la pandémie, on estimait à autour de 7% de la population adulte qui avait des symptômes compatibles avec une dépression. 7, et là, on est autour de 20%, donc à peu près 3 fois plus élevé. Même son de cloche pour l'anxiété. Et pour les idées suicidaires aussi, vous allez voir plus tard que ça a augmenté. En fait, c'est un petit peu ce que je vous disais ici, l'évolution en pré-pandémie, 3% d'anxiété, 7% de dépression majeure. Et peut-être autre phénomène préoccupant, c'est qu'on voit qu'en septembre, déjà, les résultats étaient élevés, mais ils se sont systématiquement dégradés en novembre. Et qu'adviendra-t-il en janvier, février, avec les annonces qu'on vient d'avoir? Je ne sais pas. Disons qu'on va le suivre de près, bien évidemment. Ensuite, ici, pour faire valoir un peu le point comme quoi les catastrophes se ressemblent beaucoup entre elles, que ce soit une pandémie, une tragédie ferroviaire ou ici un feu de forêt. En fait, on s'est rendu compte que les niveaux d'anxiété, dépression qu'on observe actuellement s'apparentent beaucoup plus au niveau qu'on observe ou qu'on a observé 6 mois après les feux de forêt de Fort McMurray dans la communauté de Fort McMurray. Mais ce qui est un petit peu fatigant ici, c'est que la communauté de Fort McMurray, c'est tragique ce qu'ils ont vécu, mais ça demeure quand même une communauté géographique relativement restreinte et il y avait cette possibilité-là d'apporter une aide extérieure ou du renfort. Mais dans un contexte où là, c'est toute la population du Québec, toute la population du Canada qui est affectée en même temps, on ne peut plus être en mode renfort entre régions. Donc, on est vraiment un peu à pleine saturation ou capacité pour être capable d'intervenir ou de soutenir minimiser, je dirais, les impacts psychosociaux. Après ça, une autre chose que je trouve assez inquiétante, c'est l'évolution selon l'âge. Donc, on voit que nos jeunes adultes, les 18-24 ans, affichaient déjà en septembre des taux d'anxiété et de dépression absolument élevés, à peu près 4 jeunes sur 10. 37% pour être précise. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que cette proportion-là a augmenté à environ la moitié des jeunes de 18-24 ans qui, au moment où on se parle, affichent des symptômes compatibles avec une anxiété ou une dépression majeure probable, ce qui, ça fait pratiquement aucun sens, mais en même temps, j'ai beau voir est-ce qu'on a fait des erreurs dans nos calculs ou est-ce qu'il y a un biais dans notre base de données, mais non, il n'y a aucune raison de croire. Là, notre base de données, elle représente bien la population générale, donc ça nous porte vraiment ça nous amène à porter la conclusion comme quoi les jeunes adultes, tout particulièrement, vivent ça de façon très difficile au niveau psychologique. Au niveau des hommes, on voit que classiquement, la dépression, l'anxiété va être plus présente chez les femmes. C'était comme ça avant la pandémie et ce l'est toujours. Par contre, il y a une dégradation de la santé psychologique qui m'inquiète un petit peu plus du côté des hommes, là, du moins si on compare septembre à novembre. Et enfin, les idées suicidaires, on voit que chez les 18-24 ans, encore une fois, les idées suicidaires sont plus élevées que dans le reste de la population. Donc, ça aussi, c'est assez inquiétant. Mais autre phénomène, c'est qu'on voit que ça a
littéralement doublé avec les proportions qu'on connaissait en pré-pandémie. Donc, en pré-pandémie, là, grosso modo, c'est à peu près 3% de la population qui disait oui, avoir songé sérieusement au suicide au cours de la dernière année, alors que, là, grosso modo, on est plus autour de 6%. Et comme je vous dis, ça a pas mal doublé dans tous les groupes d'âge, ainsi que autant chez les hommes que chez les femmes. Maintenant, je trouve que c'est intéressant de faire des parallèles un peu avec les discussions que vous avez aujourd'hui, que nous avons. Il y a d'autres groupes qui sont plus à risque au-delà de âge, sexe. Donc, les personnes qui vivent seules, on a vu au niveau de l'anxiété-dépression, étonnamment, ça n'a pas ressorti comme étant plus élevé. Par contre, on peut comprendre que les personnes vivant seules, peut-être qu'il y a une plus forte proportion chez les personnes plus aînées. Et on voyait dans notre étude que les aînés, en moyenne, étaient davantage protégés des effets psychologiques là, comparativement aux plus jeunes. Les personnes moins éduquées, un peu même son de cloche, c'est assez étonnant de voir qu'on n'a pas vu de gradient, ou en ce sens que l'anxiété-dépression n'était pas plus élevée chez les moins éduqués. Par contre, j'attirais votre attention sur le fait que c'est pas que les personnes peu éduquées ne sont pas touchées, c'est vraiment pas ça le message, ou les personnes moins scolarisées, ou en fait, c'est pour moi un marqueur de niveau socio-économique plus faible, mais il faut aussi comprendre que nos travailleurs de la santé, nos travailleurs essentiels qui, en moyenne, ont souvent un niveau d'éducation plus élevé, sont eux aussi très, très affectés. Donc, dans le fond, retenons surtout que toutes les tranches socio-économiques sont beaucoup touchées. Où c'est plus préoccupant, je vous dirais, c'est les gens qui appartiennent à des communautés linguistiques ou culturelles plus marginalisées, si on veut, ou en minorité là, dans la population. Donc, vraiment, les anglophones de façon plus préoccupante et, dans une moindre mesure, les personnes immigrantes. On voit que autant au niveau d'anxiété, dépression que des idées suicidaires, là, les problématiques sont définitivement plus présentes dans ces groupes-là. Et je termine pour le volet des résultats en vous disant que lorsqu'on regarde un peu en ordre décroissant les principaux facteurs de risque ou de protection qui viennent expliquer pourquoi les gens ont tant d'anxiété ou de dépression en temps de pandémie, et je trouve que les deux sont assez parlants, les deux principaux là, qui ont le plus d'influence. Donc, les gens qui disent avoir un faible sentiment de cohérence sont définitivement plus à risque. Je reviendrai sur le concept. Et les gens qui disent avoir perdu sur le plan financier. Donc, le stress financier vient beaucoup alimenter l'anxiété, la dépression, un peu sans surprise, mais je pense que ce stress financier-là peut, entre autres, être vécu de façon plus importante là, chez les gens qui sont en situation de défavorisation. Pour le sentiment de cohérence, on vient plus chercher l'aspect peut-être de littératie. En fait, ce que c'est le sentiment de cohérence, c'est la capacité qu'ont les gens de comprendre ce qui leur arrive dans un contexte de situation stressante comme la pandémie. La capacité aussi de donner un sens à ça, de prendre un recul, de réévaluer un peu la situation, puis de donner un sens qui nous permet de retrouver certaines satisfaction ou qualité de vie au quotidien. Et troisièmement, c'est la capacité qu'on a d'identifier et de mobiliser les ressources autour de nous pour sentir qu'on peut faire face à la situation stressante. Donc ça, de façon générale, c'est extrêmement lié à l'anxiété et à la dépression. Et j'ai aussi noté que dans nos groupes un peu plus défavorisés, le sentiment de cohérence était plus faible. Donc, il y a peut-être la matière à investiguer ou à travailler à renforcer ce sentiment de cohérence-là qui se travaille par ailleurs. Donc, ça, c'est un peu les grands constats que je vous répète. Je vais passer tout droit dessus parce que c'est rien de nouveau. Mais là où je voulais vous amener, en fait, aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on a appris dans un contexte de catastrophe ou suivant une catastrophe, les grands ingrédients un peu de résilience, autant de résilience individuelle que communautaire. J'aime bien ce tableau-là parce que ça nous montre comment, si on les met bien à profit dans la communauté, au profit des citoyens, de l'ensemble des citoyens de manière inclusive, on peut aller vers un chemin de la résilience. Mais au contraire, si ce n'est pas bien appliqué, si on ne se mobilise pas pour minimiser les impacts psychosociaux, on peut aller vers un état de vulnérabilité. Donc, d'une part, tout ce qui va favoriser le sentiment d'appartenance, la mobilisation communautaire citoyenne. L'autre côté plus négatif, c'est qu'on peut aller vers un détachement, un isolement des gens plutôt que d'être tous ensemble. Ensuite, tout ce qui va favoriser la validation de la souffrance plutôt que le silence ou la reconnaissance sociale plutôt que la stigmatisation et la culture du blanc. Ensuite, tout ce qui va favoriser un sentiment de contrôle sur sa vie, une autonomie versus victimisation, dépendance. Ensuite, tout ce qui favorise une certaine compréhension, un sentiment de sécurité, qu'on est bien pris en charge versus incertitude, chaos. Ensuite, tout ce qui va favoriser le respect de la dignité humaine, ça va de soi, mais je trouve que ce n'est pas toujours évident dans les décisions qu'on prend versus aller plus dans le pôle de l'humiliation, au sentiment qu'on a été abandonné comme citoyen. Et finalement, super important, tout ce qui va cultiver notre optimisme, notre espoir,
plutôt que de sombrer dans le désespoir. Donc, c'est des choses qu'on sait tous, mais je trouve que de le voir un peu écrit sous forme cadre conceptuel, ça peut nous aider à s'assurer que nos interventions couvrent l'ensemble de ces ingrédients-là. Et dernier cadre que je veux vous présenter, c'est la fameuse pyramide d'intervention par palier, parce que s'il y a bien une chose que je veux qu'on retienne aujourd'hui, c'est que c'est pas parce qu'il y a des problématiques de santé mentale ou un état de santé psychologique qui est plus affecté en ce moment, qu'on doit absolument seulement penser à la pointe de la pyramide, donc à savoir une offre de services curatifs pour soutenir les gens qui sont affectés. Oui, bien sûr, on doit avoir ça, mais au-delà du rôle du réseau de la santé en milieu clinique, je pense que, et c'est un peu l'état des discussions aujourd'hui, tout ce qui est plus à la base de la pyramide, donc renforcer le soutien communautaire, le tissu social, c'est démontré comme étant absolument capital si on veut agir un peu plus en promotion, en prévention des problèmes de santé mentale, donc créer des environnements sociaux favorables à l'échelle de chacun des RLS ou MRC ou des communautés même, des actions concrètes qui permettent de renforcer notre sentiment de cohérence, notre résilience, autant comme individu que comme communauté. Un soutien aussi à nos travailleurs en temps de pandémie qui l'ont vraiment difficile et qui, ces travailleurs-là, dans leur interaction au quotidien, contribuent aussi à enrichir la communauté. Et finalement, intégration des aspects psychosociaux dans tous les services de base, que ce soit les services de logement, de sécurité alimentaire. On doit toujours avoir la lunette. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact, cette décision-là, au niveau psychosocial? Je pense qu'en 2020, ça fait plate à dire, et probablement en 2021, ce n'est plus un choix. On doit absolument toujours considérer ça dans chacune de nos décisions. Et ça, c'est vrai pour tous les secteurs. Donc, je vais terminer là-dessus, juste vous dire si vous avez des questions aussi. On a beaucoup d'apprentissage en lien avec l'approche à lac mégantic qui nous aide énormément à passer de cadres théoriques à des solutions très concrètes sur le terrain. Donc, on a une équipe de proximité qui a été mise en place depuis quand même déjà 4 ans, qui est très riche, qui se mobilise énormément en contexte de pandémie et qui, en ce moment, soit dit en passant, inspire l'ensemble du Québec. Là, juste avant vous, j'étais en réunion avec le ministère de la Santé et il y a un 19 millions qui s'en vient pour mettre sur pied des équipes d'éclaireurs. Puis quand je dis ça s'en vient, là, on identifie les gens d'ici Noël, là, donc c'est très, très là, des équipes d'éclaireurs dans chacun des réseaux locaux de services du Québec, de manière à ce qu'on ait du temps dédié de professionnels qui vont être capables de coordonner, de mettre sur pied ce genre de réseau-là d'éclaireurs qui vont aider à renforcer la base communautaire et pas seulement agir en milieu clinique. Voilà, je termine là-dessus. Merci beaucoup, docteur Généreux. Dans les commentaires qui sont passés dans la messagerie, on dit que justement, c'est très intéressant, que c'est rassurant aussi dans un certain sens. On demandait est-ce que la présentation PowerPoint allait pouvoir disponible pour qu'on la transmette aux participants. C'est beaucoup de chiffres, beaucoup de textes. Est-ce que... Oui. Oui, bien sûr, puis il y a les références aussi, donc des fois, c'est pour ça que j'en mets un petit peu plus que pas assez, comme ça, vous pourrez vous y référer. C'est juste, je ne l'avais pas envoyé avant, parce que je l'ai modifié jusqu'à 9h25 à peu près, là, mais je vous l'envoie tantôt. Donc, on va pouvoir la partager. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à l'écrire dans la messagerie. On a quelques minutes pour y répondre. On a une première question, docteur Généreux. Est-ce que vous pensez que l'habitation communautaire peut soutenir la consolidation du tissu social? Ben oui, ben en fait, merci de m'avoir invité parce que ces temps-ci, il y a beaucoup de conférences webinaires, puis à chaque fois, ça me permet d'aller acquérir ou d'être influencé par des nouveaux points de vue. Puis oui, définitivement, là, je manquerai pas de le ramener auprès de notre équipe là, constituée au ministère de la Santé pour monter ces équipes-là d'éclaireurs parce que c'est justement la discussion qu'on avait de voir. L'idée, c'est pas de repartir de nouveau. Là. Des richesses, des forces vivent dans la communauté, il y en a plein. En ce moment, ce qui manque un petit peu, c'est d'avoir du temps dédié pour que le jello pogne, là, pour que tout le monde ait un peu ce partage-là de vision commune, puis de dire « Hey, moi, j'ai développé tel outil. Hey, ben super, nanana. » Là, je pense qu'on manque de temps. On est tous en situation de crise, on est essoufflés. Puis d'avoir juste quelqu'un qui rallie un peu ces forces-là, puis puis même nous impliquer davantage des citoyens qui pourraient vouloir jouer un rôle à titre de bénévole, un peu des citoyens champions. Donc, c'est vraiment cet esprit-là. Puis oui, je pense que c'est une excellente idée là, d'intégrer. Puis je voulais juste vous dire aussi qu'une autre idée que j'avais, je me rappelais la présentation que j'avais faite en 2014 où on était parti d'une enquête de santé populationnelle en Estrie
au sein de laquelle on avait une question spécifique sur le type de logement et on avait été capable d'isoler quand même quelques centaines de gens qui vivaient dans des situations type HLM, etc. Là, je ne me rappelle plus exactement comment la question était posée. Je me suis dit, hey, j'ai jamais pensé à l'insérer dans notre enquête, mais comme je vous disais, on va la répéter, cette enquête-là en 2021 et je pense que ça serait très intéressant d'avoir cette question-là ajoutée au questionnaire pour être capable de dresser le portrait selon le type d'habitation là, pour qu'on... Je pourrais poser l'hypothèse que les gens qui vivent, tu sais, comme moi, j'ai une grande maison, beaucoup d'espace, tu sais, je me sens peut-être moins limitée dans ma liberté individuelle d'être confinée chez moi parce que, ben, tu sais, j'aime bien, j'ai de l'espace, ça joue, mais je me dis quand on habite dans des endroits plus petits, bon, il peut y avoir des enjeux, mais en même temps, il y a peut-être aussi un sentiment d'appartenance à l'endroit en question ou des capacités de rejoindre des gens qui sont plus grandes que dans des rangs avec des grandes maisons séparées les unes des autres. Donc, en tout cas, la question m'intéresse beaucoup. Là. Si jamais vous trouvez que c'est pertinent, faites-moi signe. Merci. On aurait une autre question. Auriez-vous une hypothèse expliquant la stabilisation du sentiment d'anxiété, dépression chez les aînés? La personne, elle nous dit, est-ce qu'on pourrait-on penser à la médication déjà prescrite pour ces troubles ou bien un manque de volonté, nécessité de s'auto-diagnostiquer? En fait, les questions qu'on demande, il faut vraiment être, faut faire exprès là, c'est parce que c'est des questions pas sur avez-vous un diagnostic ou pensez-vous que vous êtes atteint, et c'est vraiment pas de la perception, c'est des symptômes. Est-ce que votre sommeil est plus difficile? Avez-vous perdu l'appétit? Avez-vous autant d'intérêt qu'avant pour les choses qui vous faisaient plaisir? Donc, c'est vraiment des questions qui aident à nous un peu poser le diagnostic pour eux. Donc, j'ai vraiment l'impression que les symptômes de dépression et d'anxiété sont moins présents chez les personnes âgées. Puis qu'on se comprenne, en aucun cas, on est en train de dire qu'ils n'ont pas souffert psychologiquement. Tu sais, dans le fond, là, le sentiment de cohérence, imaginez que d'un côté, vous avez une charge de stress très grande, là, et cette charge-là de stress qui amène à un inconfort, même une souffrance psychologique, selon ce que j'ai entendu, d'après moi, elle était tout aussi importante chez nos aînés, peut-être même plus. Tu sais, je veux dire, en termes de factuels, les aînés ont vécu énormément de perturbations. Les jeunes aussi, par contre, mais c'est vraiment le sentiment de cohérence. Donc, imaginez cette charge-là de stress qui vient de toutes sortes d'événements externes là, qu'on n'a pas choisis. Puis après ça, le sentiment de cohérence, c'est comment c'est la lunette qu'on met un peu comme individu pour interpréter ce qu'on vit. Justement, comment on va y donner un sens, comment on va comprendre ça, comment on va être capable de dire « ouch, ça fait mal, mais je connais mes ressources, je sais où… » Bon, puis les personnes âgées, en moyenne, ont un sentiment de cohérence beaucoup plus élevé que les jeunes. Et ça fait quand même du sens parce que ce sentiment de cohérence-là se bâtit au fil des années. Tu sais, quelqu'un qui n'a jamais vécu l'adversité n'a pas un aussi bon sentiment de cohérence que quelqu'un qui l'a déjà vécu. Parce qu'en ayant déjà passé par l'adversité, en ayant déjà surmonté des épreuves, on a beaucoup plus cette capacité-là de prendre un recul, puis penser à votre première peine d'amour versus votre deuxième. La première était vraiment pire parce qu'on n'avait pas ce recul-là, puis c'était la fin du monde, la fin de notre vie. Puis la deuxième fois, ça fait aussi mal, mais on l'interprète différemment et on est plus en mode solution. Puis bon, c'est une petite analogie, je pense, pour nous aider à comprendre que je ne dis pas que les aînés n'ont pas souffert, n'ont pas été perturbés, n'ont pas été stressés, mais leur façon de intégrer ça, puis de gérer cette information-là, ce stress-là, pour en faire une réponse psychologique et comportementale plus adaptée, semble avoir été la réponse semble avoir été plus favorable chez les aînés. Merci. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question? Je sais que vous avez une autre réunion à 10 heures. Ah oui, il y en a pas. Ah non, écoute, je suis habituée. J'ai toujours un petit 2 minutes de buffer de retard partout, fait que c'est correct. Comme un bon médecin. Donc, une dernière question. À travers vos enquêtes, recherches et interventions des dernières années, avez-vous eu connaissance d'exemples d'actions concrètes au niveau de l'habitation communautaire qui avaient des impacts positifs sur la santé mentale des gens? Oui, je dirais vraiment plus en lien avec Lac-Mégantic. En fait, c'est que à Lac-Mégantic, ce qui s'est créé d'absolument formidable, c'est que notre équipe de proximité, puis c'est un petit peu ce qu'on est en train de vouloir répliquer, là, les équipes d'éclaireurs un peu partout au Québec, là, le projet de 19 millions dont je parlais tantôt, c'est carrément inspiré de ce qu'on a appris à Mégantic, c'est être capable de faire le lien avec les différents acteurs clés de la communauté. Donc, c'est sûr que tout ce qui est habitation communautaire, pour nous, ça devient des acteurs incontournables parce que, tu sais, ce qu'on veut, c'est avoir un peu des gens pivots, je dirais, tu sais, qui
qui voit évoluer vraiment au front, sur le terrain des différentes personnes, puis qui devient aussi notre porte d'entrée pour solliciter de la participation citoyenne de différentes personnes, pour aussi que le dialogue soit ouvert avec les différents groupes. Donc, pour moi, je pense que lorsqu'on parle d'une approche inclusive, c'est très différent d'une approche populationnelle. Parce qu'une approche juste populationnelle, je vais cocher ma checklist en disant je vais faire une rencontre citoyenne, puis c'est le fun, il y a 50 personnes qui sont venues, et wow, c'est une belle participation. L'approche inclusive, c'est de dire j'aime peut-être mieux en avoir 25, mais avoir tous les groupes bien représentés, puis ceux qui n'auraient peut-être pas tendance à venir, on va avoir établi un lien de confiance avec, entre autres, comme vous dites un peu au niveau de l'habitation communautaire, ça prend un peu plus de temps, je pense, puis plus de finesse pour être capable de développer cette relation-là de confiance. Mais une fois qu'on l'a développée, puis une fois qu'on réussit à établir des partenariats, puis engager des citoyens qui vivent, entre autres, dans le contexte d'habitation communautaire, c'est là, à mon avis, que c'est le plus riche, puis c'est là qu'on a eu un gain vraiment plus important là, au niveau de la santé mentale et du bien-être collectif là, au sens large. Là. C'est bon. Bien, merci beaucoup, Dr. Généreux, d'être venu aujourd'hui, d'avoir été là en 2014, d'être là aujourd'hui. Ça compte beaucoup pour le secteur de l'habitation sociale et communautaire en Estrie. Donc, vous savez que je m'attends à être invitée dans 4 ans là, ou 6 ans, là, parce que là, sinon, je vais être insultée. Non, c'est pas vrai. On a entendu le message. Donc, écoutez, on vous libère. Vous allez avoir 6 minutes avant votre prochaine réunion, puis on apprécie grandement. Je suis perturbée, là. Je ne sais plus quoi faire, là. Bye-bye. Merci. Donc, il nous reste quelques minutes avant les ateliers de 10 heures. Ça serait l'occasion de partager un peu quels sont vos coups de cœur en habitation sociale et communautaire pour qu'on puisse tous les connaître. Donc, ça peut être un projet, ça peut être une coopérative, un service, ça peut même être une personne qui vous inspire en habitation communautaire et sociale. Et Geneviève, va nous partager à nouveau le lien Menti et elle va faire un partage d'écran un peu comme tantôt. Donc, on propose de le partager, puis ça va défiler sous nos yeux. Quel est votre coup de cœur en habitation sociale et communautaire? Ça peut être un projet, un service, ça peut être une personne. Donc, on a Entrée chez soi, Brome-Missisquoi. Donc, on voit la coop, la Brunante à Racine et Gaston Michaud. Donc, on a une personne inspirante dans le secteur de l'habitation. La bonification des subventions pour logement social au centre-ville de Montréal, la deuxième phase de la coop de la Grande Vie. Et là, vous voyez, plus on partage nos coups de cœur, ça défile sous les yeux. On voit le projet Concerto à Lac-Mégantic, mixité des activités et clientèle dans l'immeuble. Les habitations équerres qui sont très actifs en matière de développement. Donc, l'organisme contribue grandement à la socialisation du parc de logement locatif. C'est super, ça commence à défiler. Projet d'habitation des pins pour familles nombreuses. Donc, on se donne encore quelques secondes pour les faire les entrées. Assouplissement des réglementations pour permettre les unités d'habitation accessoires. Donc, on voit que vous avez plusieurs coups de cœur à faire partager. Peut-être encore quelques secondes. Donc, on a des fonds de droit au logement pour les membres dans le besoin à la CH. Je n'ai pas vu le dernier acronyme. CHE ou peut-être qu'il me manquait une lettre. La CHCE. Super, merci. Donc, comme je le disais, on va pouvoir vous les partager. S'il y en a que vous voulez en savoir un peu plus, vous allez pouvoir faire des recherches. Donc, c'est maintenant l'heure des ateliers. Donc, les ateliers sont d'une durée de 40 minutes et au retour, on revient tout le monde ensemble pour un bref retour de 15 à 20 minutes. Donc, Geneviève va pouvoir vous diriger dans les ateliers.
On vous souhaite un bon atelier et à tantôt. Bien, nous voici de retour. J'espère que vous avez apprécié votre atelier. On a du temps, on a quelques minutes devant nous pour vous permettre d'ouvrir les micros, soit de partager votre expérience, ça peut être vos réflexions ou simplement poser des questions. Donc, ça serait de lever votre main, ça peut être physiquement ou ça peut être à partir de l'application. Et on va ouvrir les micros. En fait, on a autorisé tout le monde à pouvoir ouvrir soi-même ses micros aussi. Donc, le moment est à vous. On a quelques minutes si vous avez des annonces ou vous voulez partager une réflexion, un apprentissage, c'est le temps. Donc, je vais donner la parole à M. Léo Boulanger. Oui, bonjour. Bon, ben, moi, j'ai participé dans un atelier. Je trouvais ça très, très intéressant. Ça nous rappelle pourquoi on veut faire quelque chose en termes de logement. Là, au moment où on se parle, nous, c'est comment prendre on aurait besoin d'aide pour partir quelque chose. On a essayé dans le temps avec Philippe, coop d'habitation, mais pour un petit village comme ça, c'était trop gros. Là, au moment où on se parle, il sort des programmes, mais on ne sait pas trop où s'adresser. Qui pourrait nous accompagner dans un projet de ce type-là? Je retourne la question à l'Assemblée. Je vois quelqu'un qui Oui, ben, je peux répondre. Entre autres, le groupe de ressources techniques Entraide Habitat Estrie, c'est un GRT. Donc, vous connaissez, vous avez parlé de Philippe. C'était effectivement, il était dans notre équipe. Là, il est rendu directeur d'une coop à Sherbrooke, la coop des cantons. Mais c'est effectivement le rôle. On est un organisme sans but lucratif et sa mission, c'est justement d'aider aux projets puis de les déposer et des fois de trouver des façons originales, nouvelles pour que ça passe au financement avec les autorités concernées. Actuellement, il y a entre autres un projet, là, c'est sûr que là, on est un peu juste, là, mais c'est de réfléchir à quel type de projet on pourrait faire et quand du financement arrive, comme celui actuellement de création rapide de logements par le fédéral. Ils l'ont annoncé il y a 1 mois et demi, puis il faut que ça soit livré, pas livré, mais déposé au complet d'ici décembre. Donc, il fallait déjà être assez avancé dans la réflexion et dans le projet. Donc, c'est ce genre de choses-là sur lesquelles on peut se préparer dès maintenant. Donc, n'hésitez pas à contacter le groupe de ressources techniques. Là, c'est les mêmes coordonnées que la Fédération des coops d'habitation. OK, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois Gaston. Un instant, Gaston, on va réactiver ton micro. Ce ne sera pas très long. C'est parti. Brièvement, c'est que nous, à la Brunante, là, évidemment, avec la COVID, ça ne marche pas. On a dû recevoir au moins 200 groupes de tout le Québec qui voulaient partir des projets comme le nôtre. Et on est allé à beaucoup d'endroits. Et habituellement, on les reçoit, mais on les envoie dans les ressources techniques de leur région. Alors, mais c'est important d'avoir des groupes. S'il n'y a pas un groupe motivé et que le développement se fait juste en parallèle, la notion coopérative, là, elle va être dure à instaurer. C'est dur. S'il n'y a pas d'entraide au départ, c'est dur de planter une graine d'entraide après. Merci, Gaston. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez lever la main, indiquer dans la messagerie. Donc, Claude Moreau, à vous la parole. Je pense que vous pouvez désactiver votre micro. Oui, moi, j'étais dans l'atelier soutien communautaire. Puis, je me demandais, je trouvais ça intéressant, l'idée du collectif. Nous, à la coop des Aubans, on a 18 subventions sur 36 logements. Je me demandais, on pourrait-tu, par exemple, se partir un collectif, les membres qui sont subventionnés par l'OMH? Oui, dans le fond, est-ce que vous pourriez juste reformuler, excusez, ça a coupé un petit peu? Oui, bien c'est ça, c'est que nous, à la coop des Aubans, on a 18 subventions, il y a 36 logements. Est-ce qu'on pourrait, mettons, les 18 qui sont subventionnés par l'OMH, se partir un collectif, comme vous avez expliqué dans l'atelier sur le soutien communautaire?
Oui, bon, c'est une très bonne question, là, tout à fait. Vous pourriez. En fait, c'est vraiment une approche. La seule chose qu'il faut retenir, qu'on n'a pas eu trop de temps d'expliquer, c'est qu'il faut quand même que symboliquement, dans les systèmes, pour que ça soit légal, et là, on rentre dans la loi, toute la législation, mais que ça soit écrit comme étant un comité quand même. Mais maintenant, une fois que c'est écrit pour les papiers et les besoins d'avoir accès à la subvention, on met ça de côté, puis on y va avec l'approche. C'est vraiment une approche, le collectif. Donc, oui, vous pourriez, dans votre exemple, faire des collectifs. C'est important d'amener des locataires, par contre, à comprendre les changements au niveau des rôles. Donc, par exemple, comme je viens de le mettre tantôt, au lieu d'avoir un président, on va avoir un animateur. Au lieu d'un vice-président, un aide-animateur. Il y a décortiquer ça, ces tâches-là, mais oui, vous pourriez. Oui, tout à fait. Tout locataire a droit à une association. Ouais. Nous, c'est une façon de faire pour un peu, comme Alex disait, d'enlever je vais voter pour le titre, je veux être président de mon immeuble, je veux voter, on enlève ce mot-là, mais le rôle, les tâches restent les mêmes. Je veux voter pour ces tâches-là, puis j'ai envie de le faire. Fait que on vous encourage, oui, à le faire, cette approche-là qui fonctionne, puis qui a éliminé certains conflits qu'on avait à faire face avec les dynamiques de comité parfois. Puis en fait, ce qu'on n'a pas eu la chance d'expliquer aussi, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas venir jouer dans les tâches. Ça, c'est encore une fois, c'est quelque chose qui est légal, donc on ne peut pas venir changer les tâches. C'est pour ça qu'on vient jouer avec le rôle, pour que le rôle soit mis en lumière. Donc, c'est pour ça parce que le rôle d'un président, c'est d'être porte-parole, de faire la médiation des fois quand il y a des rencontres, des débats, c'est de faire en sorte que l'information circule, d'aider à prendre des décisions. Donc, c'est pour ça qu'on y va avec animateur. Donc là, on décortique les tâches dans le fond d'un animateur. Merci. Plaisir. Merci. J'ai Philippe Grenier d'abord pour prendre la parole, puis ensuite je vais avoir Sarah. Donc, Philippe, on commence avec vous. Oui, bonjour tout le monde. Je me présente, Philippe Grenier, je suis le directeur de la coopérative d'habitation des Cantons de l'Est. La coop des Cantons de l'Est existe depuis 45 ans et on gère présentement 59 immeubles dans lesquels on a 344 membres qui y habitent. Moi, j'ai participé à la petite formation ou l'atelier avec Alex et Alexandre que j'ai beaucoup apprécié. Donc, je vous donne mes félicitations. Et agréablement surpris aussi là, de voir tout le travail que vous faites, qui peut s'apparenter un peu à ce qu'on fait dans les coopératives d'habitation aussi. Là. Je m'explique, là, je vais faire ça rapidement. Mais une façon qu'on fonctionne, que je trouve très, très gagnante à la Coop des Cantons de l'Est, c'est qu'on fonctionne par comité de propriété. Donc, chacun des 59 immeubles a son comité de propriété et doivent réaliser certaines choses. Donc, par exemple, sélectionner les nouveaux locataires quand il y a des logements qui deviennent vacants, planifier l'entretien, réparation, gérer un budget que je leur donne à chaque année. Il y a une panoplie de choses comme ça, si bien que ça force les gens un peu à se réunir puis à se parler. Ça favorise grandement la prise en charge de leur environnement par les membres. Puis je trouve que ce que vous avez expliqué dans votre atelier, ça correspond tout à fait à ça aussi. Un peu différemment, mais au final, ça donne le même résultat. Fait que de savoir qu'on travaille tous dans le même sens, pour moi, c'est enrichissant et stimulant. Donc, bravo à vous autres. Merci Philippe du partage. Peut-être encore une ou deux interventions. Donc, j'ai Sarah Giroir qui a levé la main. Vous pouvez... Bonjour. Je faisais partie de l'atelier sur la recherche et l'innovation. Puis, on a eu une présentation très détaillée de la corderie de Sherbrooke et de son espèce de quartier général, le Baobab. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une super belle structure, d'avoir un point de chute physique pour susciter les rencontres sociales, culturelles, intergénérationnelles. C'est vraiment passionnant. Puis, je fais beaucoup de ponts avec le projet qu'on veut créer ici à Lac-Mégantic. J'étais curieuse de savoir si vous connaissez d'autres initiatives de ce genre, soit en Estrie, soit dans le Québec, Montérégie. Il y a des acteurs de plusieurs circuits ici. Donc, si vous connaissez d'autres exemples, vous pouvez soit me répondre ou peut-être écrire dans le conversé. Là, je serais vraiment curieuse de m'inspirer de tout ça. Merci. Puis merci pour l'événement aussi. Merci, Sarah. La question est lancée à tous, donc n'hésitez pas à lui répondre. Guillaume, peut-être brièvement, puis après ça, je vais avoir André Savoie aussi qui a levé la main. OK. Ce que les chercheurs nous disent, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'exemples de ce type-là. Il y en a quelques-uns. On pourrait essayer de les trouver puis de donner l'information. Mais ce qui est clair, c'est que ces exemples-là, les chercheurs ont dit, on veut aller plus loin. Ils ont eu quand même, tout récemment, beaucoup de financement
pour démontrer l'impact que ça a. Je ne sais pas si Catherine, tu veux ajouter. D'informations. Non, effectivement, il n'y a pas beaucoup de projets qui sont exactement comme le baobab qui est relié à la corderie. C'est sûr que c'est particulier comme modèle. Mais en fait, je reçois des appels pour avoir de l'information sur notre projet quand même relativement régulièrement. Merci. Donc, une dernière intervention, Monsieur André Savoie. Oui, bonjour, André Savoie, je suis président de la QDR Montréal-Magog. Alors, on représente les aînés. J'ai bien aimé la présentation. Écoutez, ma question était la suivante. Est-ce qu'on va parler de projets intergénérationnels? Parce que là, on parle beaucoup des aînés comme étant isolés, mais entre les générations, on a vu avec la présentation du docteur tantôt que bon, les jeunes semblent plus traumatisés par la COVID. Alors, il y aura peut-être une possibilité d'entraide aussi, de communication entre les aînés puis les jeunes aussi. Là. On pourrait les recycler à d'autres choses aussi. Alors, ma question, c'est ça. Est-ce qu'il y a des projets intergénérationnels qui sont prévus là, dans le mouvement des coopératives d'habitation? Oui, j'aurais Alex et Alexandre qui souhaitent y répondre. Merci. Oui, bonjour. Merci, M. Savoie, de la question. En fait, dans un des HLM famille, il y a un des gros HLM que j'utilisais, je ne sais pas si vous avez participé à notre atelier, là, mais que j'utilisais comme exemple durant cet atelier-là, c'est un HLM qui a beaucoup de nombreuses familles et beaucoup de personnes seules, de différents âges. Donc, il y a un milieu extrêmement intergénérationnel, de familles nombreuses, de petite enfance, préadolescence, adolescence, jeune adulte, jusqu'à des personnes de 65 ans. Et ça crée effectivement de nombreux conflits et de clashs. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'on est dans notre petite maison de quartier, local communautaire qu'on a à cet endroit-là. On a fait du partenariat avec une maison des jeunes, avec divers organismes pour que, quand on fait des fêtes ensemble, quand on fait des projets, il y a déjà des liens tissés avec le travail de rue, puis la maison des jeunes pour les adolescents, avec moi pour les adultes, avec l'ISDC pour un groupe de femmes, souvent des familles migrantes. Donc, pour qu'on soit le trait d'union en tant qu'acteur terrain avec tous les différents groupes d'âge, souvent, on va réaliser des projets. Ce qui fonctionne beaucoup, c'est des fêtes de quartier. Simplement, un jeune qui habituellement, tu le vois, qui peut peut-être t'intimider durant le quotidien, t'offrir un hot dog puis cuisiner pour toi. Juste ça fait beaucoup de différence dans le vivre ensemble. Et donc, c'est à travers le partenariat puis ces différentes fêtes-là et qu'on a le projet de palier, par exemple, les jeunes vont être impliqués aussi. Donc, on cherche à mixer ça là, dans les ensembles immobiliers. Différentes. Merci. Merci. Merci à tout le monde pour vos partages, vos réactions. Yann, je sais aussi que tu voulais nous partager un livre de Gaston Michaud qui pourrait inspirer beaucoup de personnes ici. Oui, effectivement. L'Observatoire vient de publier en octobre le livre « On ne transplante pas un vieil arbre ». Je vais vous le montrer le mieux possible. Alors, ceux qui sont intéressés par ce livre-là, qui raconte l'histoire de la Brunante, comment ils ont monté ce projet-là, et tous les avantages de l'habitation communautaire pour aînés, il est en vente sur le site web de l'Observatoire. On l'a mis tout à l'heure, hein? Oui, dans la boutique, on vient de le mettre dans le chat, et à la bibliothèque GGC, pour ceux qui sont intéressés. Super, merci beaucoup, Yann. On avait un petit peu d'écho de chez toi, oui, mais ça durait quelques secondes, donc c'est pas plus grave que ça. Donc, on approche de la fin. Je vais vous partager dans quelques secondes. En fait, Dr Généreux nous a déjà envoyé sa présentation PowerPoint, donc je vais vous le partager dans la messagerie d'ici quelques minutes. Donc, on a beaucoup appris aujourd'hui sur les réponses innovantes, les offres de services, les organisations, et il y a un dernier projet qu'on souhaiterait vous partager parce qu'on pense que votre implication sera appréciée. Donc, c'est ma collègue Karine Picard, agente de recherche, qui va vous en parler. Ça va durer quelques minutes et ensuite, on va pouvoir conclure l'événement d'aujourd'hui. Oh, oui, bonjour. Donc, moi, je m'appelle Karine Picard, je suis agente de recherche à l'OEDC. Je vais partager mon écran, j'ai une petite présentation, donc vous me direz si vous le voyez.
C'est beau? Bon, Karine. Excellent. Donc, la Fédération des coopératives de l'habitation de l'Estrie et l'Observatoire, on est en train de monter un projet conjointement qui est une étude sur le logement communautaire et social à l'échelle de l'Estrie, donc à l'échelle de la région, pour vraiment, l'objectif, c'est de savoir comment ça se passe sur le territoire, où est-ce que ça va bien, où est-ce qu'il y a des lacunes, où on se situe par rapport à l'échelle provinciale aussi. Donc, on fait cette présentation-là parce que essentiellement, on aimerait connaître les besoins sur le terrain. Donc, on voudrait collaborer avec des acteurs terrain. Donc, on vous présente cette étude-là et à la fin, je vais vous demander si vous êtes intéressé de collaborer, de rentrer en contact avec moi. Donc, je vais juste vous présenter. Donc, l'objectif de l'étude, c'est vraiment faire l'état de situation du logement communautaire et social à l'échelle de la région pour voir qu'est-ce qu'il y en est présentement, où est-ce que ça va bien, où est-ce qu'il y a des lacunes. On va identifier les forces et les besoins du territoire et aussi le potentiel de chacun des MRC de l'Estrie en termes de logement, comme là où on a du potentiel de développement, où on a des besoins. On souhaite aussi construire un outil cartographique qui va permettre d'avoir un portrait vraiment spatialisé du logement communautaire comme partout dans la région. Et cet outil on va aussi faire d'autres cartes, mettons des cartes de chaleur par rapport à des indicateurs tels que les revenus, les personnes à faible revenu, savoir où est-ce que les personnes plus défavorisées habitent pour pouvoir leur offrir un logement à un endroit qui leur convient. Et aussi savoir, en termes de taux, où est-ce que les différents territoires se situent, comment on se compare, mettons, comme combien de logements sociaux ou communautaires il y a par rapport aux logements comme autres, aux logements privés. Donc, comme ça, on peut voir s'il y a des besoins à certains endroits. Donc, voici la méthodologie qu'on est en train de réfléchir. Le projet est encore dans ses tout débuts. Donc, la première étape, ce serait de faire un état de situation du logement social et communautaire, vraiment à travers les statistiques, à travers les données qu'on peut sortir par rapport au logement. On pensait vraiment y aller par MRC, puis peut-être à certains endroits comme à Sherbrooke où c'est plus dense, d'y aller plus précis par communauté pour avoir une lecture plus fine. Suivi, la deuxième étape serait les profils sociodémographiques, donc pour mieux connaître les populations qui habitent sur ces territoires-là. Et après, ça serait vraiment la cartographie des logements, donc où se situent les logements sur le territoire et aussi, comme je disais, des cartes de certains indicateurs sociodémographiques. Et finalement, ça serait de faire le lien entre tout ça, puis avec la participation des acteurs terrain pour analyser les forces et lacunes des territoires, puis voir où est-ce qu'on en a besoin d'en rajouter, voir où il y a du potentiel de l'intérêt pour ça. Et comme ça, donc, ça va pouvoir nous donner une très belle ressource pour aller de l'avant dans le développement du logement communautaire. Donc, si vous êtes intéressé à participer, comme je le disais au début, on constate un besoin pour l'étude, mais on aimerait ça que ça vienne vraiment des besoins nommés sur le terrain, des besoins qui sont comme observés par les acteurs de terrain. Donc, si vous voulez rentrer en contact avec l'OADC, vous pouvez soit laisser un message dans la messagerie ou mon courriel, c'est karine@oadc.qc.ca. Donc, c'est tout pour moi. Est-ce que si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans le chat ou je ne sais pas s'il y a quelques minutes pour une séance de questions. Donc, merci beaucoup, Karine. Vous allez certainement en entendre parler dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc, c'était vraiment une petite introduction à ce projet-là. Puis, si vous êtes intéressé, vous pouvez écrire à Karine ou laisser votre nom dans la messagerie et on va pouvoir vous contacter pour vous donner aussi plus de détails. Donc, pour le mot de la fin, je laisserai Guillaume conclure notre événement d'aujourd'hui.
Bien, merci beaucoup, Martine. D'ailleurs, je vais commencer par ça. Vous avez en bas de votre écran, là, vous pouvez applaudir comme ça pour remercier chaleureusement Martine Lheureux qui a travaillé très, très fort dans les derniers mois pour l'événement. Donc, merci beaucoup, Martine. Merci à toute l'équipe de l'Observatoire estrien de développement des communautés. Quelqu'un me disait tantôt, comment vous faites le pont entre la recherche et ce que vous faites terrain en habitation? Bien, l'OEDC est justement le bon partenaire pour faire ces ponts-là. Ça nous est très précieux. Karine vient de parler de l'étude qui va se faire. On est en train d'attacher le financement, puis l'OEDC nous aide beaucoup là-dessus, mais on vient d'en finir une autre où on a eu un financement, puis on a donné un mandat à l'OEDC pour faire l'étude d'impact du soutien communautaire. Alors, le soutien communautaire qu'on fait depuis des années, voici l'impact, et ça va nous servir, parce que si vous ne le savez pas, en soutien communautaire, pour l'habitation communautaire et sociale, on a 5 millions pour tout le Québec. On demande 30 millions et le gouvernement a dit, OK, je vais faire un bout. Ça devait être un 4 millions de plus. Donc, on est passé à 9. À cause de la COVID, on va être à 3,3 millions de plus. En termes estriens, ça devrait ressembler à quelque chose comme 200 000 qui s'en vient bientôt en soutien communautaire. Mais l'aide de l'OEDC pour nous aider à démontrer l'impact de ça est précieuse. Donc, merci à l'OEDC et pour l'événement aujourd'hui et pour ce qu'elle fait sur le terrain. Sinon, je disais merci à Martine, mais bien sûr, Yann, Geneviève, Emmanuel, merci à Gaston aussi qui a animé, merci à Marie-Claude, merci à ces deux collègues qui ont animé sur le soutien communautaire aussi, et tous ceux et celles qui ont participé, merci au Baobab de m'avoir accueilli pour pouvoir avoir cette qualité-là technique. Je suis bien content. J'ai pas à stresser avec ce bout-là du son et autres. Merci donc à Hugo et merci à Hugo, mon technicien précieux, et Catherine, la directrice du Café Baobab. Donc voilà. Sur ce, je suis très content du résultat. Il va y avoir des suites assurément. On va revoir, il y a les présentations, mais tout ce qui est sorti dans les échanges aussi qu'on va noter. On va en faire un rapport. Je remercie aussi la Société d'habitation du Québec qui a financé à travers son PAOC ponctuel, donc un programme d'aide aux organismes communautaires en habitation de façon ponctuelle. Donc, vous aussi, si vous avez de l'habitation sociale et communautaire, vous pourriez soit faire des événements ou des projets pilotes. Actuellement, il y a du financement. Je vous invite, selon le type d'habitation que vous avez, là, soit plus HLM, ou BNL ou Coop, d'aller vers votre fédération, votre regroupement là, qui va pouvoir vous guider dans ça. Donc, il y a des fonds actuellement. Le gouvernement actuel a mis des fonds de plus pour de la recherche ou pour des projets particuliers. Donc, n'hésitez pas, à travers les besoins que vous avez sur le terrain, là, contactez-nous et bien sûr, l'OEDC pourrait être en appui à ça, bien sûr. Merci à vous. Bonne fin de journée et à un prochain rendez-vous. Martine, on se salue là-dessus? Oui, on se salue tout le monde. Donc, bon vendredi. Puis... On peut-tu prendre une photo avant que tout le monde quitte? N'oubliez pas de sourire. Ben, c'est un print screen, pardon, mon anglais. Oui, c'est ça que j'ai fait. Merci beaucoup tout le monde. Donc, il y aura des suites. Il y a un sondage sur Survey pour votre rétroaction aussi, si vous voulez bien c'est bon, ça. nous répondre. Merci, soyez prudents. Malheureusement, on ne fêtera pas en famille à Noël, mais gardons le moral, comme disait le Dr Généreux. Merci. Merci à Guillaume. Merci à tous. Au revoir. Merci. Merci Yann pour la musique au début. C'était apprécié.